Bismillah, chers étudiants, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons continuer les exemples sur la force de contact et nous allons traiter l'exemple du coureur qui est en phase d'accélération. Donc, voici un coureur, il est soumis à son poids et il a une accélération A, donc une force MA. Ce qu'on peut dire, c'est que l'athlète peut courir parce que son pied ne glisse pas. Donc, on est dans le cas statique. Autrement dit, on écrit uniquement la relation fondamentale de la dynamique. Le poids plus la force de contact C égale MA en vecteur. Cette relation vectorielle nous permet de déduire la direction de C parce qu'on connaît P et on connaît l'accélération. Donc nous avons P comme ça et l'accélération comme ça. Nous voyons que si nous traçons le parallélogramme ayant comme côté le poids et comme diagonale MA, l'autre côté c'est la force de contact C. On peut la décomposer en composante sur l'axe des X et une composante sur l'axe des Y, comme on a l'habitude de le faire. Donc, si on fait la projection sur l'axe X' au X, nous avons Cx, donc la projection de P c'est 0. La projection sur C c'est plus le module de Cx, parce que Cx est positif, égale MA, A est en valeur algébrique. La projection sur Y' au Y, P est négatif, donc c'est moins mg, et Cy est positif, donc plus module de Cy égale à 0. Ces équations nous donnent Cx, et nous donnent Cy. Bon, juste une petite remarque, si le coureur était en phase non pas d'accélération mais de ralentissement, c'est-à-dire que si le coureur était en train de ralentir, alors son accélération devrait être dans le sens contraire du mouvement. Voici son accélération et donc la force MA, et comme le poids il est toujours vers le bas, donc obligatoirement on aura la force de contact qui est dirigée comme ça pour avoir P plus C qui est égal à MA. Et les calculs sont les mêmes, sauf que ici, pour Cx, elle sera négative et donc on doit mettre un signe moins là. Pardon, voilà. Donc ça, c'était juste une remarque que je vais effacer. Maintenant, je passe au deuxième exemple. C'est une voiture. L'image, je l'ai tirée de Internet. Donc, c'est une voiture qui prend un virage à gauche. Dans ce cas aussi, nous sommes dans le cas statique parce que les roues qui sont en contact avec la chaussée, avec le goudron, ne glissent pas. Donc, s'il n'y a pas de glissement, nous sommes dans le cas statique. Donc, je l'ai dit, les roues ne glissent pas et la voiture réussit le virage. C'est le cas statique. J'écris la relation fondamentale de la dynamique. Bien sûr, la voiture elle est soumise à son poids, à la force de contact et à l'accélération. J'ai oublié de dire que la voiture prend le virage en un mouvement circulaire et uniforme. Dans ce cas, on connaît l'accélération, on connaît sa direction. Elle est dirigée vers le centre du cercle de la trajectoire. Donc, elle est comme ça, comme je l'ai dessiné ici en rouge. Ça, c'est la force MA. Bon, je vais me permettre de déplacer maintenant la voiture.
Donc voici les forces. MA dirigé vers le centre de la trajectoire. Le poids P, il est vers le bas. La somme P plus C doit donner MA, donc obligatoirement C, elle est comme ça. Elle possède la projection CX et la projection CY. Donc je remets la voiture à sa place. Bon, j'espère que je n'ai pas trop raté l'endroit. Légèrement peut-être. En haut, ça va comme ça. Donc voilà, j'ai P plus C égale à MA. Donc vous voyez qu'à chaque fois, je devine la direction de C à travers les données que j'ai. Ici, j'ai le poids et j'ai l'accélération. Normalement, ici, j'aurais dû écrire C indice N parce que c'est l'axe normal. Dans un mouvement circulaire, nous avons l'axe normal. L'axe tangentiel, il est sur la route. Il est parallèle à tangent au cercle de la trajectoire. Et nous avons CY qui est vers le haut. Mais ça ne fait rien. J'ai préféré noter CX comme on a l'habitude de faire. Donc si je fais la projection sur l'axe des X, donc j'ai moins CX, moins module de CX, voici CX, donc CX est négatif, donc moins module de CX, et l'accélération aussi elle est négative, et c'est moins M, l'accélération normale, parce que nous sommes dans un mouvement circulaire et uniforme, l'accélération tangentielle est égale à 0. Je remplace l'accélération normale par son expression, c'est V au carré sur R. Et donc j'obtiens la force de contact, la composante Cx de la force de contact, qui est égale à mv au carré sur R. Pour la composante Cy, c'est toujours la même chose. Ici, nous avons moins mg plus cy est égal à 0, donc cy est égal à mg. Si je regarde la première relation, la relation entre Cx, M, V et R, je constate que plus le rayon est petit, plus Cx est grande. Plus la vitesse aussi est grande, plus Cx est grande. Je suppose que le rayon, il est fixé, et nous avons plusieurs chauffeurs qui abordent le virage avec des vitesses différentes. Donc, si on augmente la vitesse, Cx va augmenter. Mais Cx ne peut pas augmenter indéfiniment. Dès qu'elle arrive à sa valeur limite 0x, c'est 0x. Dès qu'on la dépasse, le glissement commence et la voiture dérape. Donc nous avons une vitesse limite V0 qui correspond à C0x qu'il faudra calculer. Donc si V0 me donne C0x, une vitesse plus grande va essayer de me donner une valeur plus grande que C0x pour la force de contact. Et ceci n'est pas possible. Donc on passera à la phase du glissement et la voiture dérape. Pour calculer ça, on refait le même calcul. Donc la limite du dérapage, c'est quoi? On refait le même calcul, la relation fondamentale de la dynamique, sauf que cette fois-ci, j'ai la force de contact qui a sa valeur maximale, c'est 0. Et l'accélération correspondante, je la note à 0 aussi. En faisant la projection de la même manière que tout à l'heure, on obtient C0x qui est égal à M, à N0, donc M V0 carré sur R. C0y moins mg égale à 0, ça c'est la deuxième équation. Et comme on est à la limite du cas statique, donc nous avons la relation entre C0x et C0y à travers le coefficient de frottement statique. L'équation 2 me donne C0y égale à mg. L'équation 3 me donne C0x égale mu s fois mg. Et puis je remplace cette relation dans l'équation 1. Donc C0x, c'est mu s mg, est égal au dernier membre, m v0 carré sur r. À partir de là, je déduis la vitesse limite v0, mu s g fois r sous la racine. Donc c'est la vitesse limite
Donc on a un dérapage si V est supérieur à V0. Par exemple, si on prend mu S égale 0,6, G égale 10 mètres par seconde au carré, pour un rayon de 60 mètres, on trouve que V0 c'est pratiquement 6 fois 3,14, donc 18 quelque chose mètres par seconde. C'est donc de l'ordre de 19 mètres par seconde. Donc avec ça, on a terminé les exemples concernant la force de contact elle-même. Je passe maintenant à une autre force. C'est une force de contact, mais c'est un contact entre un solide et un fluide, un gaz, par exemple l'air. Donc il s'agira maintenant de la résistance de l'air. C'est quelque chose que les étudiants ont vu en terminale, donc je vais juste répéter ce que vous avez appris. Donc la loi de force, donc si on a un corps quelconque qui a un mouvement dans un fluide en arabe c'est le ma'a, c'est-à-dire un liquide ou bien un gaz. Ici nous considérons l'exemple de l'air. Dans ce cas, la force de contact, la force, on l'appelle de frottement visqueux, قوة الاحتكاك اللزج, ou bien la résistance de l'air, tout simplement quand il s'agit de l'air, F, elle est égale moins K fois V. La relation, regardez, elle est vectorielle. Cette relation, elle est valable si V est assez petit. Si V devient grand, elle change, on aura des puissances de V. Et les choses deviennent plus compliquées. Alors, si on fait l'analyse physiquement, qu'est-ce qui va se passer? Au début, nous avons la vitesse, si on lâche un corps, à l'instant initial, sa vitesse est nulle. Donc la force de frottement visqueux est nulle. Donc il sera soumis uniquement à son poids et à la poussée d'Archimède, qui est dans le sens contraire. Généralement, le poids est plus grand que la poussée d'Archimède quand on est dans l'air. Donc le corps va tomber et avec une accélération vers le bas. Donc il prendra un mouvement rectiligne vers le bas et accéléré. Du moment que le mouvement est accéléré, ça veut dire que sa vitesse va augmenter. Et puis, sa force augmente aussi. J'ai oublié de dire que la phase accélérée, on l'appelle régime transitoire. المرحلة الانتقالية. Mais après, la force va augmenter jusqu'à ce que la somme de la résistance de l'air et de la poussée d'Archimède soit égale au poids P. Dans ce cas, la somme des trois forces donnera 0. Et donc l'accélération devient nulle et nous aurons un mouvement rectiligne et uniforme avec une vitesse constante. Et la force F restera constante. Donc nous atteignons le régime permanent stationnaire qui est un mouvement rectiligne et uniforme. Nous allons faire maintenant l'étude dynamique. Donc la relation commence toujours par la relation fondamentale de la dynamique. Le poids plus la résistance de l'air plus la poussée d'Archimède égale m fois l'accélération. On projette sur l'axe des x qui est dirigé vers le bas, je l'ai appelé x, on peut l'appeler y et on peut l'appeler z. Donc projection sur x' au x, le poids est positif, donc mg. La force F, elle est en valeur algébrique, donc le signe il est contenu dans V, donc on ne cherche pas le signe, on ne cherche pas à voir si elle est vers le haut ou vers le bas. Directement on écrit moins kV, la relation algébrique. Et puis la poussée d'Archimède qui est vers le haut, elle est égale, donc elle est négative, donc elle est égale moins ρ fois V fois G. Égale m, et l'accélération c'est d de V sur dt. Dans la formule de la poussée d'Archimède, nous avons ρ, qui est la masse volumique du fluide, c'est-à-dire de l'air dans ce cas. Par contre, V est le volume du corps, de la masse m.
on pose, donc pour étudier cette équation, on pose M' égale M moins ρ fois V. Donc ici, le premier terme et le dernier terme, nous avons G qui se factorise et sera multiplié par M moins ρV. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, on a dit que pour étudier, donc on écrit M' égale M moins ρ fois G. Donc, ces deux termes-là, les premiers et le troisième terme, deviennent M' fois G moins KV égale M d2V sur dt. Donc, je vous laisse vérifier par vous-même. Je m'excuse, je ne l'ai pas écrit. Après, on divise par M. Et si on divise par M, on trouve que d2V sur dt égale, pardon, le moins kV, je le rends de l'autre côté, je le mets dans le second membre. Donc, on aura d2V sur dt plus k sur M fois V égale ce terme-là, donc M' fois G divisé par M. Donc, je vous invite à refaire ce calcul vous-même. Pour retrouver cette expression, ce n'est pas très difficile. Ça, c'est une équation différentielle du premier ordre, c'est-à-dire qu'elle contient la première dérivée de V. Elle ne contient pas la deuxième dérivée de V. Avec un second membre, donc nous avons de ce côté-là, donc du côté gauche, nous avons la fonction V. Ça, c'est l'ordre 0, c'est le degré 0. La dérivée, c'est le degré 1. Si j'avais eu une dérivée seconde, donc ça sera un degré 2, etc. Heureusement, on s'est arrêté au premier degré. Donc le membre de gauche contient la fonction et ses dérivées. Ça, c'est le premier membre. Le second membre, quand c'est nul, on dira qu'il n'y a pas de second membre. Quand c'est quelque chose qui est une constante ou quelque chose qui dépend du temps. Donc on voit explicitement le temps, on dira que c'est un second membre. En général, pour vous, le second membre, c'est une constante. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette équation? D'abord, ici, le premier terme, nous avons une vitesse sur un temps. Donc le deuxième terme, c'est une vitesse, donc k sur m, ça doit être 1 sur temps. Donc on définit un temps qui est l'inverse de k sur m, donc on l'appelle taux, m sur k, et on l'appelle constante de temps, parce que c'est une constante. Et dans ce cas, l'équation s'écrit d de v sur dt plus v sur taux égale 1'm sur g. Donc première chose à faire, d'abord, le coefficient de d de v sur dt doit être égal à 1. Donc on doit diviser ici par m pour avoir d de v sur dt. Une fois qu'on a écrit l'équation, ce qui est multiplié par v, c'est l'inverse d'un temps. Donc, taux égale l'inverse de k sur m, donc c'est m sur k. Et l'équation générale s'écrit d de v sur dt plus v sur taux égale 1' sur m fois g. Donc, on a identifié la constante de temps. La deuxième chose à faire, donc, c'est de déterminer la vitesse du régime permanent. On a dit que pour le régime permanent, c'est un mouvement rectiligne et uniforme. Donc, la vitesse devient une vitesse constante que je vais appeler V indice L, c'est-à-dire une vitesse limite. On peut aussi la noter Vmax. On peut quelquefois, les gens la notent V0, mais je préfère VL. Limite, c'est une constante. Donc, si je remplace cette valeur constante dans l'équation, qu'est-ce que je vais avoir? D de VL sur dt égale 0 parce que c'est une constante. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester VL sur taux
égale 1' sur m fois g. Donc VL sur taux égale 1' fois m fois g. Donc je détermine la vitesse limite VL égale taux fois 1' sur m fois g. Quand je remplace taux par m sur k, je trouve que c'est 1' sur k fois g. Si la poussée d'Archimède est nulle, 1' c'est m. Donc on trouvera m sur k. Donc je vais rajouter ça. Égale m sur k fois g si la force d'Archimède est égale à 0. Donc une fois qu'on a déterminé la constante de temps taux et la vitesse limite VL, la solution générale s'écrit sous cette forme-là. V de t égale la vitesse limite fois 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc les paramètres les plus importants, c'est la vitesse limite et la constante de temps. Avec ça, on connaît la vitesse. Bien sûr, si on veut calculer l'accélération maintenant, il suffit de dériver. La dérivée, elle est facile. Et si on veut connaître la position, il faudra intégrer l'exponentielle. Mais même là, l'intégrale, elle est facile. Donc, je vous laisse la faire. Donc, maintenant, si on représente cette fonction en fonction du temps. Alors, j'ai fait un choix. J'ai pris un exemple où VL est égal à 3 mètres par seconde et taux égale 0,5. Donc, si je représente la fonction, c'est ce trait bleu. Ça augmente rapidement. Ça, c'est le régime transitoire. Et puis, nous avons le régime permanent où la vitesse, elle est constante, c'est 3 mètres par seconde, c'est la vitesse limite. Peut-être que je vais agrandir le schéma pour que ce soit clair. Voilà, donc comme ça on voit très bien. Donc nous avons en bleu la fonction. Ce qui est en rouge, c'est la vitesse limite, VL égale à 3. Donc vous voyez que c'est une asymptote. Et ce qu'il y a ici en vert, c'est la valeur de la vitesse lorsque t égale à taux. Donc quand je prends t égale à 0,5, ici, t égale à 0,5, donc voilà, ça vous donne le, j'espère que c'est visible, donc les coordonnées sont 0,51, ça c'est le temps, donc voilà 0,5, ça c'est le temps, donc ça c'est taux, et puis la valeur c'est 1,9. Bon, j'arrive difficilement. Donc, disons que, oui, c'est ça. Donc, c'est 0,5 et 1, et la valeur de la vitesse, c'est 1,9. Maintenant, si je prends 5 fois taux, c'est-à-dire si je vais à 2,5 ici, voilà. Pour 2,5, on trouve que c'est 2,98. C'est presque 99% de la valeur limite qui est 3. Mais je pense que tout ça, vous le connaissez. Et donc, ça a été juste une révision pour vous. Donc, voilà. Ceci termine le cours d'aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, on verra les tensions, celle du fil et celle du ressort. Donc, à la prochaine séance.